Les anciens ne faisaient pas que construire des pyramides et méditer sur la philosophie, tu sais. Leur temps libre? Disons simplement que Netflix and chill n'était pas une option. Alors, ils ont fait preuve de créativité. On plonge dans 33 façons dont ils s'amusaient vraiment. De l'ivresse imposée par les dieux à des jeux de fête franchement bizarres. Oublie les manuels poussiéreux. Voici le temps libre, étrange, déchaîné et merveilleusement absurde de nos ancêtres. Prépare-toi à quelques moments historiques qui te feront dire « toi VF ». 1. D'accord. Aventurons-nous dans un recoin plus sombre, mais indéniablement réel, du divertissement antique. Les châtiments publics et les exécutions. Oui, aussi sinistre que cela paraisse, pour beaucoup de cultures, regarder quelqu'un se faire fouetter, marquer au fer, ou, tu vois, connaître une fin plutôt atroce sur la place du village était un spectacle parfaitement légitime. Oublie les documentaires Netflix sur les faits divers. Là, c'était en direct, sans filtre, et terriblement de près. Les foules se rassemblaient, parfois dans une ambiance festive, avec des marchands de nourriture et des pickpockets opportunistes pour voir l'État distribuer sa justice brutale. Cela servait d'avertissement lugubre, certes, mais pour beaucoup, c'était aussi une source de fascination morbide et une expérience collective, quoique profondément troublante. Imagine des familles préparant un déjeuner pour aller voir une pendaison, ou des gens se bousculant pour mieux apercevoir les derniers instants d'un criminel particulièrement notoire. C'est un rappel glaçant que ce qui constitue le fun peut être terriblement relatif, et que la frontière entre ordre public et spectacle public était souvent incroyablement, et de façon inquiétante, brouillée. 2. Oublie ton slam de poésie locale. Les Vikings ont inventé le flyting. Et c'était en gros du MMA verbal avec plus d'hydromel et une plus forte probabilité d'un vrai suivi à coups de hache. Imagine la scène, des Nordiques, sentant probablement un peu le miel fermenté et la rage, en train de démolir l'existence entière de l'autre à coups d'insultes si créativement infectes qu'elles feraient pleurer un sergent instructeur. Ce n'était pas ta gentille blague du genre « ta mère ». Oh non. C'était une démolition en règle, rimée, de ton honneur, de tes ancêtres jusqu'à la boue primordiale, et de ton toilettage de barbe douteux, le tout sur un rythme accrocheur et insultant. Le perdant? Parfois, il se contentait de s'éclipser, couvert de honte, l'ego en lambeaux. D'autres fois, sa carrière de flyting, et possiblement sa vie, se terminait abruptement et salement. Imagine balancer un diss track si puissant qu'il déclenche un vrai combat à l'épée. C'est ce genre d'énergie dont on parle ici, d'une brutalité totale. 3. D'accord. Imagine ce scénario. Tu es à une fête grecque, probablement vêtu de quelque chose d'aéré et inflammable, à moitié bourré de vin douteux, et ton objectif principal est de projeter les fonds de ta coupe à travers la pièce en visant un disque en métal, tout en beuglant le nom de la personne qui te plaît. Bienvenue au Kotabos, le jeu de soirée débile numéro 1 de la Grèce antique pour les raffinés complètement torchés. Tu rates ton tir? Prépare-toi à une honte éternelle et à un sol très collant. Tu réussis? Tu peux gagner de l'affection, le droit de frimer, ou juste une autre coupe de ce vin atroce. C'était essentiellement l'arrière-arrière-grand-père du beer pong, sauf que ça impliquait plus de boue projetée et un risque plus élevé de blessures liées à la poterie. Tu peux imaginer Socrate, les yeux plissés par la concentration, réussissant un tir à la perfection puis tentant un chèque digne, dopé au vin, avec Platon, du chaos pur, sans additifs, en toge. Zéro regret, probablement. 4. Tu crois que le théâtre grec antique, c'était seulement des mines graves et des caresses de menton contemplant la condition humaine? Ô pauvre âme naïve! Essaie plutôt d'imaginer ceci. Des acteurs très respectés paradant sur scène avec d'énormes accessoires phalliques hilarants et pas du tout convaincants, débitant des blagues de paix qui feraient s'écrouler un garçon de 14 ans, pendant que le public, au lieu d'un applaudissement poli façon golf, leur balance avec enthousiasme du pain rassis et divers détritus. Oui, c'était littéralement un truc. Les pièces d'Aristophane n'étaient pas juste des pièces. C'était un ragoût glorieux et chaotique de commentaires politiques mordants, d'humour de fesses assumées et de participation du public si vigoureuse qu'elle donnerait une rupture d'anévrisme mortel à un inspecteur moderne de la santé et de la sécurité. Les gens ne faisaient pas que regarder. Ils hurlaient, ils huaient, ils se révoltaient,
C'était moins une soirée raffinée d'art dramatique et plus une open mic antique à l'échelle de la cité, animée par des cinglés dans une fraternité très étrange. 5. Les Romains regardèrent le magnifique Colisée, source d'émerveillement, et déclarèrent collectivement « Il faut plus d'eau, et des navires, et une quantité absolument obscène de gens qui meurent horriblement pour notre amusement. » Alors qu'ont-ils fait? Ils ont inondé toute l'arène, bon sang, ou des bassins construits exprès, et ont forcé des milliers de prisonniers condamnés et de captifs de guerre à rejouer de véritables batailles navales à grande échelle. Des nomachis, si vous voulez faire chic. C'était comme Pirates des Caraïbes, mais si c'était un snuff movie réalisé par un empereur particulièrement déjanté avec un budget conséquent. De vrais navires, de vraies armes, de vraies personnes qui se noyaient vraiment. L'empereur se prélassait dans sa loge impériale, sans doute en picorant des figues, observant nonchalamment le carnage et disant « Oui, quel spectacle! Regardez ce type gargouiller !» Ce n'était pas du sport, c'était un meurtre de masse, sponsorisé par l'État et minutieusement chorégraphié en guise de divertissement. Si vous étiez dans les places bon marché, vous rentriez probablement chez vous avec une éclaboussure gratuite des fluides corporels de quelqu'un d'autre. 6. Apparemment, les nobles de la Chine ancienne s'ennuyaient à ce point avec leur richesse et leur pouvoir qu'ils ont décidé que le prochain grand sport de spectacle serait les combats de grillons. Non, je ne parle pas au sens figuré, je veux dire de vrais, minuscules insectes à 6 pattes, probablement dotés de mandibules étonnamment féroces, opposés les uns aux autres dans des arènes miniatures pendant que des hommes adultes en exquises robes de soie hurlèrent des trucs comme « Achève-le, petit pourvoyeur de mort », comme s'ils assistaient à un match de boxe poids lourd. Ils construisaient de petits pits de combat élaborés, employaient des dresseurs de grillons attitrés et avaient probablement des débats enflammés sur les compléments alimentaires pour grillons. Certains grillons atteignaient une véritable célébrité, avec des cohortes de fans dévoués et des rivalités amères. Imaginez expliquer à votre conseiller financier que vous avez parié la fortune familiale sur un arthropode de 2 grammes, nommé Général Croc. Et si votre grillon champion perdait? Eh bien, disons simplement que la soupe de ce soir-là avait probablement un ingrédient en plus, légèrement croustillant. C'était bizarre, étrangement adorable et horriblement sérieux, tout à la fois. 7. La fête de l'ivresse, de l'Égypte antique. Rien que le nom promet un bon moment, non? Mais oh, c'était bien plus magnifiquement débridé que vous ne pouvez l'imaginer. La légende raconte que la féroce déesse lionne Sekhmet était en pleine cuite divine, prête à anéantir l'humanité entière, jusqu'à ce qu'une divinité qui eut l'esprit vif la fasse absolument, royalement se mettre minable avec de la bière astucieusement teinte en rouge pour ressembler à du sang. Elle s'est évanouie. L'humanité a été sauvée. Alléluia. Alors, naturellement, pour commémorer cela et s'assurer qu'elle ne se réveille pas avec une gueule de bois divine et ne termine pas le travail, les Égyptiens ont organisé chaque année une gigantesque fête à l'échelle de la ville à en perdre connaissance. Votre devoir sacré pour sauver le monde? Vous mettre une murge. Des prêtres officiaient solennellement pendant que des citoyens ordinaires faisaient eux des concours de descente dans le but de la miséricorde divine. Si vous n'étiez pas face contre terre, dans un buisson de papyrus au coucher du soleil, étiez-vous seulement vraiment engagé dans le salut de la planète? C'était la religion qui rencontre un spring break catastrophique, avec le destin de tout en jeu. 8. Les gladiateurs. Oubliez le gars moyen en sueur avec un bâton pointu. Ces types étaient les ultimes rockstars de l'Empire romain. Des célébrités huilées, bardées de muscles et probablement sur le point de mourir. Le public, totalement obsédé. On parle de fanfiction torride qui ferait rougir les auteurs de romances modernes, de graffitis adorateurs à chaque coin de rue, et d'un marché de produits dérivés florissant qui incluait, tenez-vous bien, des parfums prétendument fabriqués à partir de sueur de gladiateurs et de terre de la reine, raflés par de riches mondaines. Oui, vraiment, leurs fans étaient d'un niveau d'intensité supérieur. Si leurs combattants préférés mordaient la poussière, certains fans ne se contentaient ni pas de sangloter. Ils commandaient de complexes tablettes de malédiction pour ruiner surnaturellement la vie du vainqueur. Parce que, vous savez, huer, c'est pour les amateurs.
9. Et en parlant de divertissement d'élite qui dérape en un glorieux chaos alcoolisé, parlons des symposiums grecs. Ce n'étaient pas vos séminaires académiques polis, avec café tiède et biscuits secs. Oh non. C'étaient essentiellement des soirées étudiantes, huppées réservées aux hommes, déguisées en réunions intellectuelles. Certes, la soirée pouvait commencer par quelqu'un citant Platon avec éloquence ou débattant de la nature abstraite de la vertu. Mais avançait rapidement de 5 cratères de vin puissants. Et l'ambiance basculait inévitablement en un chaos déroutant fait de concours d'énigmes, de joutes poétiques d'insultes, de chants de beuveries faux, et très probablement d'un type essayant de jongler avec des figues en n'utilisant que la force de ses cuisses. Des danseuses professionnelles peu vêtues assuraient le spectacle visuel. Des philosophes faisant des shots sur le corps les uns des autres? Vu le contexte, c'est très probable. Ils avaient même un jeu à boire où l'échec à improviser un vers spirituel sur commande entraînait une descente immédiate et forcée. Imaginez un TED Talk qui se transforme lentement, magnifiquement et inévitablement en Animal House, mais avec des toges. 10. Essayez d'imaginer si Noël, le poisson d'avril et une version légèrement moins homicide de The Purge se réunissaient, passaient un week-end de folie et donnaient naissance à un bébé festival d'une semaine. Cela, mes amis, est une approximation grossière de la fête romaine des Saturnales. Pendant une semaine glorieuse et totalement chaotique, au cœur du morne milieu de l'hiver de décembre, toute la structure sociale rigide de Rome a complètement déraillé et a fait une cabriole festive. Les esclaves devenaient maîtres, se faisant souvent servir des repas par leurs propres propriétaires qui, en retour, pouvaient sautiller dans des costumes ridicules et mal ajustés, en se comportant comme de parfaits bouffons. Le jeu d'argent, d'ordinaire formellement interdit, devenait soudain légal et se pratiquait avec enthousiasme sur les places publiques. À peu près tout le monde, des sénateurs au visage sévère aux pauvres gamins des rues, perdait collectivement la tête dans une frénésie de festins, d'alcool et de chaos général sans retenue. Votre patron d'ordinaire, si coincé, pouvait vous servir le déjeuner en portant un bonnet de bouffon pendant que, ivre, vous le traitiez d'âne. C'était vraiment un spectacle à voir. 11. Les Jeux olympiques antiques. Oubliez la dignité solennelle et l'esprit sportif inspirant que vous voyez à la télévision aujourd'hui. C'était plutôt une fête baignée de soleil de folie, nue et moite, avec un règlement apparemment rédigé par un comité de satire légèrement éméché. Les athlètes concouraient entièrement, glorieusement et souvent inconfortablement, nus comme des vers. Parce que, selon la sagesse antique, les vêtements créaient apparemment trop de résistance au vent, ou peut-être qu'ils aimaient vraiment l'exhibitionnisme collectif. Une course particulièrement éprouvante, l'oplitodromos, consistait à sprinter sur une distance considérable en étant lesté d'un ensemble complet d'armures lourdes en bronze, comme une sorte d'étrange cauchemar de crossfit antique à thème militaire grec. Et les femmes? Si vous étiez une femme mariée, vous n'aviez même pas le droit de regarder les jeux, sous peine d'être balancée du haut d'une falaise. Les filles non mariées, en revanche? Aucun problème. Entrez et profitez de la vue de tous les mecs nus. Parce que la logique antique est un bretzel d'un genre bien à elle. 12. Les rois assyriens, que Dieu bénisse leurs cœurs royaux profondément insécures, étaient absolument désespérés de projeter une image de bravoure à couper le souffle et de virilité rude, façon lutteur de lion. Alors ils mettaient en scène de grandes chasses au lion théâtral, avec quelques, disons, petits ajustements en coulisses pour être sûr que le roi en ressorte toujours comme un héros total. Les lions, voyez-vous, étaient souvent commodément affaiblis à l'avance, parfois dépourvus de griffes ou de crocs, et parfois même discrètement attachés ou confinés dans un enclos relativement petit. Le roi entrait alors en paradant majestueusement, lançait dramatiquement une lance sur une créature probablement plus perplexe et légèrement agacée que réellement féroce, et l'assemblée de courtisans flagorneurs explosait en applaudissements tonitruants, répétés d'avance, comme s'il venait de terrasser à lui seul un dragon. Pendant ce temps, une équipe d'élite de gardes royaux lourdement armés, arbalètes chargées, se tenait juste hors champ, prête à intervenir si la redoutable bête sauvage oubliait son rôle dans la mascarade de relations publiques royales. Ce n'était en pas des chasses, c'était non des séances photos sanglantes, élaborément chorégraphiées pour alimenter le fil Instagram royal, à la mode assyrienne.
13. Vous pensez que les supporters modernes s'échauffent un peu trop avec leurs mains en mousse et leurs huées agressives? Les spectateurs de la Rome antique ont porté leur dévotion fanatique à une toute autre dimension surnaturelle, et franchement, plutôt terrifiante. Ces gens allaient jusqu'à commander de véritables tablettes de malédiction, des défictions, si vous voulez le terme chic, soigneusement gravées sur de fines feuilles de plomb, conçues pour maudire à tout va les adversaires de leurs équipes favorites de course de chars. Je n'invente pas. Ces charmantes petites imprécations invoquaient diverses divinités chtoniennes et des esprits malveillants, en demandant avec sérieux toutes sortes de malheurs épouvantables pour frapper les cochers rivaux et leurs malheureux chevaux. Ô puissant Pluton, souverain des enfers, veillez à ce que les roues du char de Flavius le Bleu explosent de manière spectaculaire, que ces chevaux soient privés d'une diarrhée soudaine et incontrôlable, et qu'ils s'étalent face contre terre dans un tas de fumier devant la foule en liesse. Ce genre de sentiment délicieux, en gros. Ils enterraient ensuite en secret ces rouleaux maudits près de l'hippodrome ou dans des cimetières pour un maximum de mojo démoniaque. 14. Les termes publics dans la Rome antique. Pas seulement pour un petit plongeon rapide, oh non. C'étaient les épicentres sociaux palpitants, moites et légèrement crasseux de l'Empire. Imaginez votre salle de sport du coin, un café dopé au potin et un rendez-vous Tinder très gênant, le tout réuni dans un vaste complexe aux murs de marbre. Vous ne faisiez pas que vous laver. Vous recueilliez les derniers ragots, exhibiez votre physique huilé, attrapiez peut-être un nouvel ami fongique et tombiez éventuellement sur quelques intrigues politiques. Les grands établissements thermaux étaient des villes miniatures, avec des aires de restauration, des bibliothèques et même des espions, parce que, surprise, les gens disent les choses les plus stupides et les plus compromettantes quand ils sont nus, en sueur, et pensent que personne d'important n'écoute. 15. Faisons une pause un instant pour rester collectivement bouche bée devant l'audace pure et la flexibilité de la colonne vertébrale presque surnaturelle des acrobates antiques, en particulier les artistes femmes qui faisaient fureur lors des fêtes de l'élite égyptienne. Ce n'étaient pas des gymnastes de série faisant quelques roues. C'étaient des bretzels humains, tordant leur corps en forme qui ferait de pleurer un maître de yoga, tout en se tenant en équilibre de manière précaire au sommet de poteries, ou parfois, pour des raisons qui défient la compréhension moderne, sur le dos de lions vivants et vraisemblablement très interloqués, voire même à l'occasion sur la tête d'aristocrates extrêmement ivres et chancelants. Certaines poses représentées dans l'art antique vous font sérieusement vous demander si leurs os étaient de fait de bandes élastiques particulièrement souples. Ajoutez à cela le fait qu'ils se produisaient généralement dans des tenues qui laissaient très peu à l'imagination, et que leur public avait typiquement déjà vidé plusieurs gobelets de la réserve de vin puissant de la soirée. Et voilà, vous avez le cirque du WTF original, hautement dangereux. 16. Festins vikings. Oubliez vos dîners mondains. Les festins vikings étaient donc des épreuves d'endurance épiques, carburées au sang et à l'alcool, où la fanfaronnade, le gavage de viande compétitif et la démolition spontanée de meubles étaient les numéros principaux. Imaginez une vaste longhouse enfumée, bondée de vikings costauds et barbus beuglants à des volumes capables de faire cailler le lait, tandis que quelqu'un essaie inévitablement de battre, au concours de boissons, le forgeron du village. Erreur fatale, en général. D'autres sont engagés dans des débats éclaboussés de salive sur la question de savoir qui a frappé un ours avec le plus de style. L'hydromel, leur vin de miel bien-aimé, coulait comme un déluge biblique, transformant les récits en joutes de hurlements ponctués par des poings frappant les tables ou parfois des mâchoires. Si vous étiez encore conscient au lever du jour, vous étiez pratiquement un dieu. Un chaos pur, non frelaté, à grands coups de hache, avec en accompagnement du sanglier rôti. 17. Jeu d'argent antique aux osselets. Vous pensez que votre soirée poker hebdomadaire devient intense? Les gens de l'Antiquité lançaient nonchalamment des osselets d'animaux polis, des astragales, comme si toute leur fortune, leur bonheur futur et leur âme immortelle en dépendaient. Ce n'étaient pas des dés de casino équilibrés. C'étaient littéralement des os de cheville de mouton ou de chèvre, lissés et parfois lestés, alimentant tout, des jeux d'enfants aux addictions aux jeux d'adultes destructrices de vie,
qui ferait honte à un gros joueur moderne de casino. Les gens misèrent des fortunes, du bétail, des vêtements, de la nourriture, et, quand ils étaient vraiment désespérés, même des membres de leur famille, le tout sur le rebond aléatoire d'une anatomie d'ongulé décédé. Trouver le grand amour demande à l'os de chèvre. Vous voulez exhiber votre témérité? Hurlez-le dans des termes publics, entourés de sénateurs en sueur, qui perdent probablement leur tunique sur un mauvais jet. 18. À présent, permettez-moi de vous présenter un jeu grec antique qui donne l'impression d'avoir été inventé par un comité de tout petits particulièrement malicieux qui venaient de découvrir le concept de force centrifuge et de cécité temporaire. L'effet Drismos. Les règles étaient trompeusement simples, tout en regorgeant de potentiel pour un désastre hilarant. Un malheureux participant, souvent un enfant ou un jeune adulte très confiant, grimpait sur le dos d'un autre. Le porteur avait ensuite les yeux bandés, on le faisait tournoyer comme un hélicoptère déboussolé jusqu'à ce qu'il soit complètement désorienté, puis on lui confiait l'objectif noble de localiser et de toucher de la main une pierre ou un repère désigné, tout en portant encore son sac à dos humain. C'est à peu près tout. Sauf que, bien sûr, il se faisait aussi huer bruyamment, raillé et encouragé par une foule de spectateurs, probablement très amusés et légèrement ivres, et qu'il était sans aucun doute étourdi, ruisselant de sueur, et à environ 5 secondes d'un spectaculaire plongeon face la première sur un rocher pointu opportunément placé ou sur un animal de ferme innocent. Les historiens suggèrent avec délicatesse qu'il s'agissait de développer la coordination et la confiance. Nous soupçonnons que c'était plutôt du genre « voyons qui se casse le nez en premier ». 19. Le polo persan, ou shofgan, comme on l'appelait ces pratiquants indubitablement couverts d'échymoses et cabossés, était moins un passe-temps raffiné et tranquille pour riches oisifs qu'une forme de pagaille royale organisée à grande vitesse à cheval, avec une probabilité choquante de subir de graves blessures. Les joueurs, souvent des nobles, voire des membres de la famille royale qui avaient manifestement une envie de mourir, galopaient à des vitesses terrifiantes sur un vaste terrain poussiéreux, frappant agressivement une petite balle en bois avec de longs maillets encombrants, tout en essayant désespérément de ne pas se faire piétiner par leur propre cheval, de ne pas être désarçonné par la charge à l'épaule d'un adversaire, ni de se faire assommer par inadvertance par un coup de maillet perdu. Un casque de protection? Apparemment, c'était pour les mauviettes. Les maillets eux-mêmes étaient lourds, essentiellement des bâtons transformés en armes, capables d'infliger de sérieux dégâts. Et les chevaux? Ils étaient tout aussi farouchement compétitifs et probablement tout aussi déconcertés par toute cette mascarade violente. C'était comme regarder un accident de la route médiévale particulièrement chaotique se dérouler en temps réel, glorieux et dangereux, mais avec davantage de cris en persan. Des rois sponsorisaient des équipes et les blessures n'étaient pas seulement courantes, elles étaient pratiquement un souvenir obligatoire. 20. Si vous pensiez que les spectacles classiques gladiateur contre gladiateur au Colisée étaient un brin brutaux, alors je vous en prie, ajustez votre toge et tenez bon vos sandales, parce que les venations romaines, ou chasses d'animaux mises en scène, faisaient passer cela pour un échauffement doux, tout public. C'étaient d'immenses spectacles publics d'abattage organisés, avec des combats élaborés d'animal contre animal, ou, plus souvent et pour le plus grand plaisir de la foule, des affrontements d'animal contre humain mis en scène dans l'enceinte sanglante des grandes arènes. Imaginez des lions opposés à des éléphants furieux, des ours forcés de combattre des léopards. Et parfois, juste pour varier, les organisateurs se contentaient de lâcher 40 autruches très agitées dans l'arène et voir quel délicieux chaos s'ensuit. La foule, naturellement, rugissait d'une joie sans retenue, comme si elle assistait à un pique-nique familial particulièrement excitant. Sauf que les clowns étaient des tigres affamés et les cadeaux de fête des membres démembrés. Des chasseurs spécialement entraînés, et souvent très malchanceux, appelés bestiaires, étaient fréquemment jetés dans l'arène avec un minimum d'armement et un maximum d'encouragement de la part des spectateurs assoiffés de sang afin d'offrir un spectacle palpitant, quoique souvent de courte durée, de l'homme contre la bête. 21. Lucien de Samosate. Inclinez-vous devant cet écrivain grec du IIe siècle, le satiriste de science-fiction originelle,
qui rédigeait manifestement ses chefs-d'œuvre en étant hilaramment défoncé à quelque chose d'autre monde. Son opus magnum, intitulé avec audace Une histoire vraie, qui ne l'est pas du tout, raconte nonchalamment des voyages jusqu'à la Lune, la vraie. Là, il se retrouve empêtré dans une guerre intergalactique entre des empires du Soleil et de la Lune, avec des araignées célestes géantes et des soldats champignons doués de sensibilité, parce que, évidemment. Ensuite, il est avalé tout entier par une baleine spatiale de la taille d'une ville, à l'intérieur de laquelle une civilisation humaine pleinement fonctionnelle existe, tout simplement. Oui, c'était de la littérature antique, un gigantesque doigt d'honneur sarcastique adressé aux autres auteurs qui prétendaient que leur récit de voyage tout aussi délirant était narra des faits. Cet homme était une légende, un troll et un génie. Probablement tout cela avant le petit déjeuner. 22. Spectacle de marionnettes de rue romain. En flânant dans une rue romaine poussiéreuse, vous apercevez un spectacle de marionnettes. Charmant? Moralement édifiant pour les enfants? Oh vous, magnifique âme dans l'erreur! Ce n'étaient pas de gentilshommes marionnettes en feutre manipulés à la main. Les spectacles de marionnettes de rue romain étaient souvent des bastonnades grotesques, graveleuses et burlesques, avec des organes génitaux de marionnettes comiquement surdimensionnés, des effets de paix simulés, peut-être à base de haricots, et des décapitations en bois graphique. Le public ravi de cette boucherie de bois détraqué? Des enfants hurlant de rire, des adultes riant encore plus fort. Ces petites marionnettes obscènes lançaient une satire politique mordante qui ferait annuler sur le champ un humoriste moderne, ou criant simplement parce qu'on leur arrachait violemment la tête. Du chaos pur, sans dilution, tiré par des ficelles. 23. Les guerriers scythes, ces redoutables cavaliers nomades des steppes eurasiennes, réputés pour leur talent d'archer et leur férocité générale, avaient une tradition d'après-bataille particulière qui pousse vraiment le concept de « se la raconter devant ses ennemis vaincus » à un niveau d'engagement entièrement nouveau et, franchement, assez macabre. S'ils parvenaient à abattre un adversaire particulièrement impressionnant ou haut placé dans le feu de l'action, ils ne se contentaient pas de prendre un souvenir. Ils préparaient méticuleusement le crâne du vaincu et le transformaient en une véritable coupe à boire, pleinement fonctionnelle. Oui, vous avez bien lu. Ils le nettoyaient, le garnissaient parfois d'or étincelant ou d'autres métaux précieux pour ajouter un peu de tape à l'œil, puis se mettaient à se saouler complètement, bruyamment, en y buvant, tout en régalant vraisemblablement leurs camarades de récits enjolivés du meurtre héroïque qui leur avait fourni cette nouvelle pièce unique de vaisselle sinistre. Un toast, mes amis, à Boris, dont le crâne étonnamment spacieux contient maintenant mon meilleur lait de jument fermenté. C'était à parts égales un rituel de victoire atroce, un symbole de statut et une forme glaçante de guerre psychologique. 24. Donc, vous décrochez une invitation au dîner d'empereur et la gabale. Vous vous attendez probablement, vous savez, à de la nourriture. Peut-être quelques raisins raffinés. À la place, félicitations. Votre cadeau de bienvenue, ce sont 10 rats tout juste décédés. Ouais. Ce type faisait passer les provocateurs radio pour des institutrices de maternelle. Un soir, juste pour rire, il décida d'introduire des serpents vivants et se tortillant auprès de ses convives au moment précis où l'on servait le dessert. Parce que pourquoi pas? Une autre fois, il opta pour une forme d'homicide plus parfumée, en étouffant les participants sous des tonnes littérales de pétales de fleurs. Imaginez la terreur pure que provoquerait une telle invitation. Mon très cher ami, veuillez vous joindre à moi pour une soirée de possible asphyxie florale? Il trouvait aussi absolument hilarant de servir des plats méticuleusement sculptés pour ressembler à diverses parties du corps humain. Et la Gabale n'organisait pas des banquets. Il montait des spectacles interactifs d'horreur psychologique avec un service d'entrée. Les invités ne savaient jamais s'ils repartiraient rassasiés ou s'ils cesseraient simplement d'exister. Quel organisateur de fête! 25. Beichi, les 100 divertissements chinois. Imaginez une colossale bombe nucléaire sensorielle en plein air où des centaines de numéros hallucinants, souvent mortels, explosent simultanément. Des jongleurs défiant la gravité lancèrent des torches enflammées comme des balles de tennis. Des acrobates se contorsionnaient en bretzels humains qui feraient honte à un poulpe.
des danseurs tourbillonnaient dans des soies éclatantes, et d'intrépides avaleurs de sabres se chatouillaient les amygdales avec de l'acier. Quelque part, un artiste équilibrant sur sa tête une pyramide de chèvres vivantes, peut-être en flammes, et assurément médusée. Cette méga représentation de la dynastie Han était à la fois un cirque, un festival de musique, un tournoi d'arts martiaux, et une audition détraquée de Ninja Warrior, le tout jeté dans un blender culturel, puis versé dans une arène. Un spectacle pur, sans phare, du genre « Comment se fait-il que quelqu'un soit encore en vie ?» 26. Oubliez votre club d'échecs du mardi soir, calme et contemplatif, où la chose la plus excitante qui arrive, c'est quand quelqu'un renverse accidentellement son roi. Le chaturanga, l'antique ancêtre indien à 4 joueurs des échecs modernes, était moins un doux jeu de plateau qu'un simulateur de guerre à part entière, impitoyablement stratégique, qui faisait passer une partie de risque pour une inoffensive et amicale partie de Candyland. Chacun des 4 joueurs commandait une armée diverse et puissante de pièces représentant des éléphants, des chars, de l'infanterie et de la cavalerie, toutes manœuvrant avec une intention meurtrière sur le plateau quadrillé, avec pour objectif unique et global d'écraser totalement et définitivement leurs adversaires, tout en maintenant la mince fiction polie selon laquelle ce n'était qu'un jeu. Les stratégies étaient complexes, retorses, et souvent d'une brutalité à couper le souffle. Les alliances entre joueurs étaient invariablement temporaires, fragiles, et conçues pour être rompues traîtreusement au moment le plus opportun. Et tout comme son descendant moderne, le Monopoly, cela menait probablement à la destruction rapide, brutale et irréparable d'innombrables amitiés, et peut-être même de quelques mariages déjà fragilisés. Joué par des rois, des guerriers, et vraisemblablement quelques nerds très intenses à lunettes vêtus de robes élaborées, ce jeu était essentiellement une reconstitution militaire antique, jouée sur un champ de bataille commodément portable. 27. Oubliez les iPads. Les enfants de la Grèce antique ont inventé un divertissement chaotique en plein air qui donnerait une crise cardiaque aux parents hélicoptères. Imaginez de petits Athéniens jouant à un cache-cache à haut risque entre des colonnes de temples ou trébucher sur des offrandes sacrées ou bousculer des philosophes grincheux représentait un danger bien réel. Puis, le trochus, cerceau, pas fait pour le faire rouler gentiment. Ils frappèrent férocement ces cerceaux en bois ou en métal avec des bâtons, les faisant courir à toute vitesse à travers des agoras bondées, terrorisant les marchands dans un derby de la malédiction à grande vitesse qui meurtrissait les tibias. Imaginez de minuscules futurs Olympiens, carburant aux gâteaux au miel, hurlant de joie lorsqu'ils fauchaient un politicien avec un cerceau devenu incontrôlable. Ce n'était pas seulement un jeu, c'était une anarchie sans surveillance, en toge, avec de fortes chances de genoux écorchés, de disputes bruyantes sur des règles inventées et de crises entendues jusqu'à l'Olympe. Un chaos absolument glorieux. 28. Le pancration. Prenons un instant de frayeur pour le pancration, l'épreuve olympique la plus débridée et d'une brutalité terrifiante, conçue par des esprits manifestement dérangés. Imaginez une boxe sauvage à main nue, un lutte de soumission atrocement douloureuse et une bagarre de rue désespérée, avec doigts dans les yeux et coups de pied à l'entrejambe, comme on en trouverait derrière une taverne louche à 3 heures du matin, le tout réuni en un seul sport. Pas de gants, peu de règles, même si mordre et crever les yeux était techniquement mal vu, ce qui signifiait naturellement que tout le monde le faisait quand même. Un chaos primal en contact total, où des hommes hautement entraînés tentaient de mutiler ou de tuer l'autre sous les acclamations de foule nue, probablement ivres. Un match célèbre s'est terminé par la mort d'un compétiteur sous une clé d'étranglement. Mais il a quand même gagné à titre posthume parce que son adversaire lui a cassé l'orteil juste avant, et le héros n'avait pas abandonné. Ça, c'est de l'engagement, ou de la folie. Probablement les deux. 29. Le saut de taureau minoen. Vous avez déjà hoché la tête en entendant « saut de taureau » en faisant semblant de comprendre? Laissez-moi vous éclairer. Les Minoens de Crète, vers 2000 Avouavej, JC, pensaient que sprinter vers un taureau furieux, lancé à pleine charge, saisir ses cornes acérées comme des rasoirs et exécuter un saut acrobatique par-dessus son énorme dos était le sommet du divertissement. Idéalement, ces jeunes casse-cou peut-être suicidaires retombaient avec grâce,
tels des gymnastes olympiques sous caféine qui auraient enchaîné les canettes de Red Bull et perdu tout instinct de survie. Ça ressemble à une recette de catastrophe instantanée et bien crasse? Nous avons des fresques éclatantes qui représentent exactement cette activité déroutante. Était-ce un rituel religieux? Une épreuve initiatique mortelle? Ou juste un mardi après-midi pour des accros à l'adrénaline avec un désir de mourir? Quoi que ce fût, cela fait passer les sports extrêmes modernes pour un cercle de tricot. 30. La portion du héros celtique. Lors des festins celtiques antiques, la viande rôtie servie en portions généreuses n'était pas seulement le dîner. C'était l'étincelle potentielle d'un combat à mort. La convoitée portion du héros, la plus grosse et la plus juteuse, revenait au guerrier le plus indéniablement redoutable présent. Et qui décidait qui était le plus redoutable dans une salle pleine de Celtes armés, probablement ivres? Eh bien, cela se réglait souvent sur le champ par de grandes fanfaronnades, des démonstrations de force, ou plus décisivement, des poings, des épées, des haches et des hurlements agressifs, la salive aux lèvres. Les désaccords autour de cet honneur carné dégénérèrent fréquemment en duels en bonne et due forme, potentiellement mortels, là même dans la salle à manger, au milieu des tables renversées et des guerriers de moindre rang qui se bousculaient. Passe le sel. Et ma hache était probablement une demande courante. 31. Les bardes antiques. Vous pensez que raconter des histoires, c'est juste pour endormir les enfants? Oh, comme vous vous trompez, 12 enfants de l'été. Les bardes antiques étaient le Netflix, HBO, Spotify originel, avec en prime une touche de Babylobiwi, le tout réuni en un seul paquet humain charismatique, alarmant d'énergie et doué musicalement. Leurs spectacles en direct, à la demande, proposaient des récits épiques renversants, récités de mémoire, des chansons et des danses énergiques, et peut-être suggestives, une pincée de blagues hilarantes et crues. Et, lors de nuits tapageuses arrosées d'alcool, peut-être un duel spontané pour un verre contesté ou une insulte mal reçue. Ces professionnels itinérants mémorisaient des heures d'épopées, de sagas de bataille et de corrosifs brûlots satiriques. Ils n'étaient mis pas seulement des divertisseurs, c'étaient des disques durs culturels ambulants, parlants et parfois bagarreurs. 32. Olamalistli, jeu de balle méso-américain. Alors, votre match improvisé est intense? Adorable. Les anciens méso-américains jouaient à l'Olamalistli, un spectacle à enjeux élevés doté d'une portée cosmique. Imaginez d'imposants terrains en pierre et une balle en caoutchouc pleine de 9 livres. Pas un jouet en mousse, ce truc pouvait faire vraiment mal. Les équipes devaient propulser cette sphère redoutable à travers un petit anneau de pierre en n'utilisant que les hanches, les cuisses ou peut-être un coude. L'habileté requise était immense, les enjeux astronomiquement élevés, souvent liés à des rituels sacrés où la frontière entre la gloire et, disons, une offrande plutôt définitive, était dangereusement mince. Ce n'était pas votre petite partie de quartier, c'était la vie, la mort et le cosmos joués avec une balle très rebondissante et très dangereuse. Parlez d'une pression. 33. Senet, le jeu égyptien de l'au-delà. Enfin, descendons dans les enfers du jeu antique avec le Senet, le jeu de plateau égyptien qui pouvait littéralement déterminer le destin de ton âme éternelle. Ce n'était pas un divertissement occasionnel pour une après-midi paresseuse sur le Nil. Oh non. Les Égyptiens croyaient que jouer au Senet était une répétition générale terrifiante pour ton périlleux voyage à travers le Duat, leur mystérieux monde souterrain. Chaque case du plateau décoré représentait une étape, une épreuve, ou une rencontre divine, potentiellement truffée de pièges tendus par des esprits malveillants, des démons menaçants et des dilemmes moraux. Gagner contre ton adversaire, ou contre le destin lui-même, tu pourrais t'assurer un passage sûr vers Aaru, le paradis égyptien bienheureux. Perdre lourdement, tu risquais une damnation éternelle, une condamnation enflammée, et peut-être d'être dévoré par Amit, l'effroyable dévoreuse d'âmes à tête de crocodile, au corps de lion et à l'arrière-train d'hippopotame. Alors oui, aucune pression. Juste ton âme immortelle en jeu. Alors oui, quand tu pensais que les anciens, c'était uniquement sagesse, pyramide et pensée profonde. Il se trouve qu'ils étaient là à engloutir du vin pour empêcher l'apocalypse.
à entraîner des scarabées pour des combats à mort et à se vanner dans des joutes de poésie en improvisation. Maintenant, c'est à toi. Lequel de ces divertissements anciens essaierais-tu vraiment? Et lequel te paraît être un véritable cauchemar tout droit sorti de l'imagination d'un dieu ivre? Dis-le-nous dans les commentaires. Défends ton choix. Dispute. Batte-toi comme si c'était les Saturnales. Et si tu es arrivé jusqu'ici, explose ce like, abonne-toi, et on te promet, pas de serpent vivant à ton prochain dîner, probablement.